De nos jours, les activités professionnelles à l'étranger de certains parents, les contraintes scolaires chez les enfants ont amené plusieurs enfants à manipuler des sommes importantes d'argent pour leurs différents besoins. Il en est de même pour d'autres qui reçoivent mensuellement de l'argent, autrement dit, argent de poche. Les parents, en donnant de l'argent à leurs enfants, les exposent-ils à des risques? Remettre de fortes sommes d'argent aux enfants, c'est un peu osé. On ne sait pas, dans un contexte, on ne sait pas pourquoi est-ce que les parents veulent remettre de l'argent aux enfants. Mais je pense que mettre une forte somme d'argent dans la main d'un enfant, c'est l'exposer à une vie de perversité, à une vie de débauche. Et il n'est pas bien. On dit enfant. Donc s'il est un enfant, il y a des sommes qu'il ne peut pas toucher. Il y a certains parents qui confient de l'argent à leurs enfants pour gérer. Dans ces cas-là, c'est parfois pour cause de maladie ou cause d'incompétence peut-être du parent intellectuel ou moral de gérer l'argent. Il y a des parents qui sont vieux, donc ils ne peuvent pas faire les transactions financières et ils confient la responsabilité à leurs enfants plus jeunes de pouvoir faire les transactions à leur nom. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Donner de l'argent à des enfants, particulièrement des adolescents encore élèves ou étudiants, doit être plus perçu comme une forme d'éducation qui permettra aux enfants de savoir gérer, mais surtout économiser de l'argent. Quelques éléments peuvent être considérés quand nous parlons de l'apprentissage de l'argent aux enfants, car cela pourrait leur permettre de les éduquer sur la signification réelle de l'argent et si possible les impliquer dans la gestion du budget familial. Autant d'éléments qui aideront les enfants à connaître l'argent et à mieux le gérer. Le sentiment de certains parents de laisser faire leurs enfants conduisent de nombreux jeunes enfants à dévier et à s'adonner à certaines pratiques néfastes pour leur vie, alcool, drogue, rapports sexuels précoces, etc. Face donc à cette situation, il revient aux parents de ne pas donner pour se débarrasser ou pour leur permettre d'être à la mode, mais bien plus les éduquer, les enseigner sur le sens et l'importance du travail et de l'épargne de l'argent sur leur vie future. La question est posée, hein. Faut-il donner ou pas de l'argent de poche aux enfants? Si oui, quel montant? Sinon, pourquoi? Bon, ce n'est pas précisément le sujet du jour, mais les réponses à ces questions que je viens de poser vont nous aider à répondre à la problématique du jour, donc l'apprentissage de l'argent aux enfants. Marcel Ziaga, bonjour. 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 Vous êtes éducateur financier, donc bien certifié, il le précise, donc bien indiqué pour nous parler de cette question. Avant de passer aux questions donc, classiques qu'on va vous poser tout à l'heure, on va essayer de répondre à la problématique évoquée dans le micro-trottoir. Faut-il donner de l'argent de poche aux enfants? Aux enfants, je vais parler d'un principe très simple. Il faut catégoriser les choses en fait. Très tôt, on peut partir de 1 à 6 ans, 7 ans. C'est des enfants qui ne prennent pas de décision. À ces enfants, on ne peut pas se permettre de leur donner de l'argent. Déjà, même à l'école, quand ils partent à l'école, c'est les parents qui leur font des goûters, qu'ils mettent dans le sac et tout. Parce que c'est des enfants, ils ne peuvent pas décider. Voilà, on ne peut pas déjà remettre de l'argent aux enfants. On va partir alors de 7 à, disons, 13 ans. On est toujours dans l'enfance. Voilà. Il y a à ce niveau-là des enfants à qui on peut remettre de l'argent. 9 ans, 10 ans. 6 ans, déjà en 6e, il y a des enfants qui sont en 6e à partir de 10 ans, 11 ans déjà, et qui vont à l'école. Là encore, on ne va pas continuer à leur donner des goûters. Mais seulement, on s'assure qu'il y a un minimum qu'il faut. Peut-être qu'à l'école, l'enfant a besoin de... Je prends un exemple. Sandwich, par voilà, exemple. un sandwich. Je prends un exemple, c'est juste un exemple. Il peut avoir pour lui 150 francs pour pouvoir... 150 francs. Oui, allez-y. Oui. Avec 150 francs, il peut déjà... prend son petit déjeuner, son goûter normalement à l'école. Voilà. Mais c'est aux parents, parce que c'est une opportunité là pour enseigner à l'enfant l'argent à l'enfant, tu lui donnes 200 au lieu de 150. Il faut avancer. 200, 250. Il part avec et c'est à toi le parent, chaque soir, de faire le compte avec l'enfant. Je t'ai remis 200 au lieu de 150 qui était bon. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah papa, voilà, je prends l'exemple d'un enfant. Ah, papa, vraiment ce matin, on était à l'école ce jour-là et moi, j'ai tout dépensé parce que j'avais besoin de 200 ou bien de 300. Ce point-là, il doit être quotidien? Voilà. Ce point peut être quotidien, mais c'est intéressant peut-être de le faire par semaine. C'est quelque chose qu'il faut étaler sur un mois. Il faut l'étaler sur un mois. Ce qu'on recherche là, c'est de voir si l'enfant est avare, s'il est dépensier, s'il est économe. Vous allez trouver des enfants qui seront endettés. Oui, ils seront endettés pourquoi? Parce que c'est 200 francs vous le donnez, mais il est quelqu'un qui gaspille et au point qu'ils ont des cotisations à faire à l'école ou bien des choses à acheter, il n'a pas les moyens, il emprunte et voilà. C'est là que vous allez apprendre que votre enfant même a une relation peut-être avec quelqu'un, une jeune fille, une petite fille, ça. Vous allez savoir ces choses-là. Voilà. Déjà, avec le contact qu'il a avec l'argent, vous profitez pour faire ces enseignements-là
à l'enfant. D'accord. Alors, on dit souvent qu'il faut expliquer un peu nos restrictions budgétaires à nos enfants. Parce que si on le fait, c'est en fait ne pas les obliger à se sentir responsables parfois s'il y a des soucis. C'est ce que les gens disent, hein, surtout quand on explique les relations de l'enfant à l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut expliquer à son enfant, est-ce qu'il faut expliquer régulièrement à son enfant ou à ses enfants, bon là, moi je n'ai pratiquement rien, c'est pas possible, ou bien bon, on se dit on n'a pas de compte à leur rendre, ce sont des enfants. Oui. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur expliquer, tout en ne mettant pas sur la vie des enfants ce que je peux appeler une pression, de sorte de stigmate. C'est-à-dire qu'à la maison, l'enfant est habitué au fait de voir papa, maman toujours se discuter pour l'argent. Il apprend l'argent comme un phénomène, quelque chose qui est assez problématique, tabou, et il évolue avec. Quand il s'agit d'argent, c'est un problème. Papa, maman ne s'entendent pas, ils n'ont jamais rien, tout. Voilà. Il faut savoir expliquer, je ne dis pas, on peut leur dire qu'on n'a rien, mais pas dans le sens que on n'a rien et on n'aura jamais rien et tu seras comme nous. Voilà. Okay. Et c'est difficile pour avoir. Non, on n'a rien juste. Et puis ne pas avoir l'argent dans la poche ne veut pas dire qu'on est pauvre. Non. Parce qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est ça. L'argent n'est pas en poche, mais ça veut dire qu'on n'est pas pauvre. On a l'impression que chaque fois que... Saïd Mboubou là, Marco, c'est moi qui l'ai sorti. Mais franchement, j'étais à 1000 lieues d'imaginer. Non, mais je me suis mais non, ça résume tout. Saïd Mboubou, en fait, c'est une expression pour dire que... Voilà. J'ai dit ça sur le plateau ici déjà une fois, que l'argent, c'est pas forcément l'espèce sonnante et trébuchante qu'on a comme ça. Voilà. C'est d'abord une idée, c'est d'abord un plan, c'est d'abord une action. On a l'impression que nos parents, à chaque fois qu'on leur a demandé de l'argent, ils n'en avaient jamais. Oui. Enfin, avec le recul, c'est qu'on retient toujours les fois où papa dit non, j'ai pas d'argent, maman dit j'ai pas d'argent. Alors que c'est dans le boubou. Voilà, alors, parce que moi, par exemple, vite fait, ma mère, chaque fois qu'on lui demandait de l'argent, elle disait c'est mon dernier billet. Mais le dernier billet ne finissait jamais. Et c'était toujours son dernier billet, mais finalement, elle avait toujours un dernier billet. Alors, comment apprendre l'usage de l'argent aux enfants? Vous venez par exemple de nous donner un exemple avec l'argent de poche qui permet de savoir le caractère même de l'enfant dans sa gestion. Alors, quel intérêt finalement, je dirais, d'enseigner cet apprentissage-là de l'argent à l'enfant aussitôt? Aussitôt, voilà. Moi, je vais peut-être revenir sur un exemple que j'ai juste survolé ici. Mon fils a 7 ans. Il a 7 ans. C'est Otniel, on l'appelle. On va dire effectivement Oti. Ok, bébé Oti, mais bonjour. Quelqu'un qui demande chaque fois, papa, je veux de l'argent, ou bien il veut quelque chose, il veut du chocolat, il veut du lait, il veut tout. Sa source de revenus, ce sont les parents. Voilà. On a parlé de revenus ici. Voilà. En enseignant l'argent aux parents même. Le revenu, c'est là que l'enfant reste. Sa source de revenus, c'est le parent. Papa, je veux ça, je veux ça. On lui donne chaque fois. À Oti, on a acheté une balle à Djamé, 1500. Oti a pris la balle, un matériel, il a déchiré la balle. Pourquoi tu le fais? Il veut autre chose. Et quand c'est comme ça, papa, je veux une autre balle. Sa source de revenus, il faut lui montrer comment est-ce que cette chose agit et comment on peut faire. Il ne faut pas céder à ses moindres désirs. Voilà, c'est ça, justement. Donc, du coup, on lui dit, mais cette fois-ci, ça ne passe pas comme ça. Maman, il n'aura pas d'argent. Il aura l'argent que lui-même va se faire. Alors, je m'assois avec l'enfant. Je suis en train de lui enseigner comme ça. Tiens, tu vas acheter toi-même la balle à 1500. Ah, fais comment, papa? Voilà ce qu'on va faire. Chaque fois que tu as quelque chose, tu as une caisse. Tu as fait une caisse. Et tu n'as pas à demander l'argent à papa, ni à maman, ni aux étrangers qui viennent. Si on te remet, tu fais ce que tu peux faire pour garder ton argent, pour avoir ce qu'il faut, les 1500. Il ne sait pas ce que c'est que 1500. Mais chaque soir, il va voir maman pour calculer ce qu'il a dans sa caisse. Maman, est-ce que ça vaut 1500? Non, ça ne tient pas encore. Et l'enfant commence à réfléchir, mais comment il faut que j'ai ces 1500? Voilà. Au point que lorsqu'il y a un étranger qui vient à la maison et qu'on est en train de causer au salon, il est quelque part en train de vous écouter doucement. L'étranger peut dire, bon, ça c'est 200 francs pour Oti quand j'ai eu. Alors l'étranger part, il vient, papa, j'ai entendu qu'il y a 200 francs pour moi. Pour moi. Là, il est alerte. Là, effectivement, on lui remet, il met dans sa caisse. Très bien. Et jusqu'à ce que nous a surpris, nous, c'est qu'un jour, il avait assez de jetons comme ça. Et il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où on avait besoin juste de 200, 300, quelque chose comme ça, des jetons. Oti était maintenant à la caisse. C'est lui qui avait les jetons. On part à la boutique, je fais des achats. Et le reste, je dis, ben, au boutiquier, vous donne quelque chose à Oti pour 100 francs, quelque chose comme ça. Du chocolat. Il a dit, non, papa. Est-ce que c'est dans l'argent que tu as pris avec moi? Est-ce que tu vas me remettre ça après? Déjà, il pense à avoir ses 1500 pour sa balle. Il y a un objectif financier qu'il veut atteindre.
Voilà. Marcel Diaga, la question aussi que certains se posent, hein, là en temps réel, est-ce qu'il faut inculquer la notion de l'argent à un enfant de sexe masculin de la même manière qu'à un enfant de sexe féminin? Est-ce qu'il y a des conditions particulières par l'argent à une jeune fille, à une fille ou à un jeune garçon? Ils sont différents, les besoins sont différents. Ça, on peut le percevoir juste quand on est dans la phase de 13 à 19 ans. 13 à 19 ans, on est dans l'adolescence. Voilà, on peut le percevoir. Ils n'ont pas les mêmes besoins pratiquement. Ils n'ont pas les mêmes réalités. La petite fille, c'est déjà c'est l'âge de la puberté par exemple. Il y a des besoins qui ne sont pas les besoins pour les enfants. Peut-être qu'il a besoin de gadgets, de ballons. Elle, c'est peut-être des produits de beauté, de la pommade et tout. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Et on ne va pas juste se baser sur le fait que c'est différents besoins et que pour chacun, il faut une certaine somme et l'autre pas une certaine somme. Donc, le truc, c'est que c'est juste de comprendre que c'est des enfants. Il faut leur inculquer quelque chose, la différence entre ce que j'appelle les besoins et les désirs. Voilà, à cet âge-là. Voilà. C'est quoi les besoins? Voilà, c'est des choses dont on n'a pas essentiellement besoin pour vivre. Alors que, voilà, je dis les désirs, on n'a pas essentiellement besoin. Mais les besoins, ça, on en a. C'est primordial. C'est primordial, comme la nourriture, le vêtement, le transport et tout. Donc, faire la différence à ce niveau-là aux enfants pour qu'ils comprennent, qu'ils soient filles ou garçons, ils ont des désirs, ils ont des besoins. Donc, à ce niveau, faire la différence, c'est très important. Alors, justement, si un enfant demande ce que c'est que l'argent, quelle réponse lui donner? Qu'est-ce que l'enfant doit retenir de l'argent? C'est un moyen de s'offrir ce qu'on veut, c'est un moyen de pouvoir. Il ne faut pas y être accroché, quoique c'est nécessaire, voire indispensable pour vivre. Quelle valeur de l'argent est-ce qu'on doit transmettre à son enfant? Oui. Ce qu'il faut transmettre, comme j'aime le dire, c'est les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté. Voilà. C'est vrai, on va définir l'argent comme un moyen pour s'acquérir des choses. Mais il faut déjà dire à l'enfant qu'autour de l'argent, il y a certaines valeurs qu'il faut, c'est-à-dire l'intégrité. L'argent ne se vole pas, l'argent se mérite, l'argent, on travaille pour l'avoir. L'argent, il y a un minimum qu'il faut faire pour l'avoir. Toutefois, j'ai donné l'exemple de mon fils tout à l'heure. Voilà, ça ne s'acquiert pas comme ça, il y a un minimum. À la maison, les parents peuvent instaurer des jeux. Chaque samedi, les chambres ne sont pas bien tenues. Vous arrangez votre chambre, vous avez 50 francs. Vous arrangez bien. Challenger l'enfant. Vous dites que l'argent se mérite quelque part, ça se recherche en fait. Justement, ça tombe tellement bien, nous sommes en phase avec les téléspectateurs. Par exemple, il n'est pas nécessaire, ça c'est selon M. Cadio, par exemple, il n'est pas nécessaire de parler avec votre enfant du prix du loyer et de l'électricité ou du montant de votre salaire. Par contre, expliquez-lui que dans la vie, il faut payer pour certaines choses qui sont indispensables pour être en santé et bien grandir. Un logement, le chauffage, la nourriture. Ensuite, s'il reste de l'argent, on peut décider d'acheter des choses pour se faire plaisir et s'amuser. Vous êtes d'accord avec cette... Non, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et je salue l'internaute pour ça. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est d'ajouter aussi, peut-être toujours dans l'attente de 13 ans, 19 ans, l'adolescence pour les enfants, pour les filles, pour les garçons, c'est que les parents, le minimum qu'ils peuvent faire, c'est d'associer peut-être les enfants aux questions de popote. Voilà, la popote, c'est combien il faut. Pas donner de l'argent aux enfants, mais lorsque maman fait son plan pour le mois, la petite fille ou le petit garçon est associé. Au point qu'il peut contribuer même en semaine et tout. À maman, le budget que tu as fait par jour pour la popote, c'est peut-être 3 000, mais le prix de la viande a augmenté, le kilo est comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas se rabattre un peu sur le poisson? Et en fin de mois, les deux ils font un peu un bilan de tout ça pour voir où est-ce qu'ils ont fait des économies. Mais l'enfant participe à ça. C'est déjà bon pour préparer la jeune fille, le jeune garçon pour demain, pour eux-mêmes quand ils auront affaire à ces questions de popote. Je veux dire qu'il faut profiter des petites occasions comme ça pour inculquer quelque chose au niveau financier aux enfants. Pour que l'argent soit finalement familier à l'enfant, parce que c'est vrai que dans nos cultures ici, on fait presque de l'argent un tabou, ce qui fait que peut-être les enfants, même les ados, ont peur de grandir, peur demain d'en manquer, parce que tant qu'on est sous la coupe familiale du père ou de la mère ou de la mère, on se sent en sécurité. Mais la façon dont les parents parlent de l'argent, comme si voilà, c'est quelque chose d'introuvable, les temps sont durs, effectivement, on sait que les temps sont durs, mais c'est conversation un peu plus, on dira, délicate sur l'argent, il faut que les parents les aient à l'écart des enfants. Oui, un peu plus délicat. Voilà, quand c'est des problèmes vraiment graves,
On va parler peut-être de pas 3 devant les millions, enfants. 4 millions, des investissements assez importants. Voilà, mais des petites choses, comme je viens de les citer, on peut en parler. L'argent du marché, Voilà. du mois. Et puis il faut expliquer aux enfants que forcément, il ne suffit pas d'aller à la banque ou au guichet automatique pour avoir de l'argent. Parce que parfois, ils sont forts dans le mimétisme. Ils voient un peu tous les gestes des parents. Il faut lui expliquer qu'il ne suffit pas d'aller à la banque ou au guichet automatique pour avoir de l'argent. C'est pourquoi il faut épargner, planifier les achats et puis aussi lui donner une tirelli ou une caisse, comme on dit, pour accumuler la monnaie. Il ne faut pas le faire par réflexe parce qu'on est parent. Parce que je suis parent, je donne une tirelli, mais non, mais parce que faut lui expliquer un peu le contour, pourquoi que l'argent ne s'acquiert pas si facilement. C'est ça. Je pense qu'il faut baliser, il faut mettre tout ça autour, c'est très important. Je reviens encore sur le planning, ce que j'ai montré, les 5 domaines clés de l'apprentissage de l'argent, en parlant du revenu, du crédit, de l'assurance, des dettes et puis des actifs. Pour les enfants, on est juste au niveau du revenu. Parce que notre source de revenu, sa source de revenu de l'enfant, c'est nous les parents. Donc déjà, qu'est-ce que nous, on détecte lorsqu'on éduque notre enfant? Qu'est-ce qu'on a détecté en lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est avare, qui est endetté, qui est comme ça? Ça nous permet, on constitue comme une banque pour lui, pour savoir s'il est crédible. Il est déjà au niveau crédit. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est un enfant? On l'éduque à ce niveau-là. Parce que déjà, à partir de 19 ans, 20 ans, il y a l'université, on va se détacher. Ou bien quand il aura son premier emploi, ce ne sera plus nous la banque pour lui. Ce sera la banque réellement. Ce sera un vrai compte qu'il aura à gérer. Mais on apprend déjà avec nous, constituant sa banque, de lui dire non, là tu n'as pas été bien, tu ne pourras pas avoir ça, tu ne pourras pas avoir ça. Et on crée la crédibilité déjà. Voilà. Alors, comment redresser les choses si on se rend compte, en suivant vos conseils par exemple, que très tôt l'enfant a du mal avec l'argent, il a du mal à gérer son argent? On va dire un enfant de par exemple 7 ans à qui on remet une certaine somme par mois, on se rend compte que l'enfant à 7 ans il est endetté. C'est tout le temps lui qui prend des crédits avec ses petits camarades pour s'acheter des choses, des bonbons, des choses et d'autres. On redresse comment les choses à ce moment-là pour ne pas que ça... Là, c'est de taper fort pour dire que ce n'est pas une bonne chose et que déjà lui montrer ce que ça peut entraîner comme conséquence plus tard pour lui et que c'est dangereux. D'abord, il faut l'aider à sortir. De l'endettement. Il faut l'aider à sortir carrément, l'aider. Et oui, c'est clair. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, il sort et on repart sur une nouvelle base. Peut-être que là, on va réduire carrément ce qu'on lui donnait et apprendre à refaire les choses avec lui dans le bon sens. C'est très important. Peut-être que parfois aussi l'enfant est endetté parce qu'il est rançonné à l'école. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a quelqu'un qui l'attend avec son argent le matin et puis qui justement, fait qu'il est endetté. Justement, c'est tout ça qu'il faut... qu'on aura la chance de connaître si on commence à éduquer l'enfant. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut parler d'argent à votre enfant lorsque ce dernier ou cette dernière, c'est une fille ou un garçon, fait une crise à partir d'un refus? Je refuse de lui acheter sa poupée, je refuse de lui acheter son vélo, il me fait une crise. Est-ce que là, sur le champ comme ça, psychologiquement, c'est bien de lui parler d'argent? Ou bien attendre plus tard, quand la crise passe, lui expliquer maintenant le bien fondé. Oui, je n'ai pas pu t'acheter ceci parce que, de façon cartésienne. Oui, je pense que pour les enfants, il ne faut pas vous laisser passer la crise. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, dans toutes ses émotions, dans tous ses états, parce que vous n'avez pas, vous laissez, et après, vous prenez l'enfant de côté pour lui expliquer. Voilà. Parce que tout de suite, quand vous cédez, ça va toujours devenir des sondages comme ça pour vous à la maison. C'est pas facile en tant que parent, parfois, c'est pas facile. Je sais, mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. Oui. Et voilà, je peux toujours revenir là-dessus pour dire que c'est tellement important de le savoir, de savoir cette éducation financière, parce que pour beaucoup, je dis malheureusement, on a appris ces choses-là un peu plus tard. Voilà, je salue des initiatives comme certaines écoles où la bourse, au lieu de la remettre directement aux élèves, on oblige ces élèves-là à avoir un petit compte, très important. On vit carrément la bourse pour leur apprendre déjà cette culture financière-là. Voilà, c'est très bon. Parce que déjà, donner l'argent main à main, l'enfant commence à dépenser. À avoir beaucoup d'argent comme ça, ça peut faire tourner la tête. Un compte qui est surveillé par les parents est très important. Voilà, c'est vrai, nous on a eu la chance d'avoir la bourse, mais c'était main à main. L'économe te remet et tu ne sais pas. À moins que les parents nous disent, quand tu remets, viens directement à la maison. Voilà, donc c'est très important. Moi, je me rappelle, on m'accompagnait pour prendre ma bourse. Voilà, ah oui, très important. Moi, j'ai jamais été boursière. Enfin, alors, si on manque de pédagogie ou on a soi-même des problèmes de gestion d'argent et qu'on veut éviter que les enfants tombent dans ce même piège, vers qui se tourner pour l'apprentissage de l'argent? Oui, vers qui se tourner, c'est vers des spécialistes, je dis encore. Il y a des organismes, il y a des associations, il y a des structures privées et même
peut-être étatique, je ne sais pas, où on peut s'orienter soi-même pour apprendre, parce que c'est bon que les parents soient outillés à ce niveau-là, parce que si le parent lui-même a des lacunes, des erreurs, qu'il fait des décisions financières catastrophiques, et il va transmettre ces choses aux enfants. Il faut toi-même se faire former et alors on pourra alors enseigner. On n'a pas aussi besoin d'une très grande formation. Tout ce qu'on vient de citer, c'est des petites astuces qu'on peut communiquer aux enfants. Voilà, donc s'assurer d'avoir un certain nombre de choses, d'éléments qui peuvent aider les enfants et commencer très tôt à leur enseigner. Il ne faut pas mettre du temps à le faire. Et puis quand on parle de l'apprentissage de l'argent aux enfants, ça nous donne en même temps un boulevard pour l'apprentissage de l'enfant aux jeunes. On a l'impression parfois que quand on est étudiant, et ça c'est très francophone, c'est très très francophone, on a l'impression que quand on est étudiant, et vous l'avez évoqué ici une fois sur ce plateau, on n'a pas le droit d'investir, on n'a pas le droit de faire, de se lancer dans des affaires. Alors que les anglo-saxons, ils ne se gênent pas, déjà étudiants, ils peuvent acquérir un terrain, avoir une société même en étant étudiant qui fonctionne, qui marche. Et voilà. ça, je suis vraiment heureux d'entendre ça. Voilà, ça nous donne l'opportunité de tomber en même temps dans la tranche d'âge de 19 à 38 ans, qui est la phase d'accumulation. Vous allez voir 19 à 38 ans. C'est la phase d'accumulation. Et si on est passé à 38 ans, c'est trop tard? Je vais expliquer pourquoi c'est pas trop tard, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Voilà, 19 à 38 ans, on est déjà dans la phase d'accumulation, c'est-à-dire accumuler. C'est la phase où peut-être on est à l'université, les parents nous aident. Et ce qu'il faut, c'est de créer des revenus. Voilà, on est dans la partie revenus. Voilà. On est peut-être dans la partie crédit, on a un compte, tout ça, mais c'est le moment de créer des revenus, de réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre en place. Parce qu'il ne faut pas réfléchir, je finis mes études, je suis employé dans une grande boîte. Ça se dit bien une grande boîte. Quand on dit je suis en boîte, je suis en prison. C'est une grande boîte où tu es là, tu ne bouges pas du tout. Voilà. Non, il faut réfléchir. C'est vrai, les grandes boîtes existent, mais ce n'est pas là seulement que le revenu se trouve. Le revenu peut se trouver dans autre chose, dans les investissements, dans des petites boîtes aussi. Ou bien à l'aile libre. Voilà, à réfléchir. Voilà. Et c'est dans cette tranche d'âge de 19 à 38 ans que se situent des gens comme Bill Gates en créant MS-DOS. C'est donc que se trouvent des gens comme Mark Zuckerberg en créant Facebook. C'est dans cette tranche d'âge-là que les gens se trouvent. C'est là qu'il faut... 19-38 ans. Il faut créer, il faut innover, il faut chercher. Donc 19 ans, voilà. En fait. 19, il y en a qui ont créé des structures déjà étant à l'université, comme tu l'as dit. Déjà, c'est la phase d'accumulation. Il ne faut pas dépasser ça. Il faut inculquer l'enfant dans l'entrepreneuriat, toutes ces choses, déjà rapidement. Voilà. Et la phase de 38 à, on va dire, à 55 ans, c'est la phase de consolidation. Absolument. D'accord. Voilà. C'est pas la concours maintenant. C'est la phase de consolidation. Mais je ne dis pas que c'est tard. Voilà. Il y en a qui sont surpris à 50 ans aussi et qui se retrouvent. Il y en a qui ont fait des choses à 50 ans. 50 ans, oui. Voilà, le numéro 3 fast-food, avec près de 40-50 ans, voilà. créé son fast-food, n'est-ce pas? Donc c'est possible, pour les mais je vois toutes ces choses que tu vas devoir sacrifier. On prépare la retraite entre 19 et 38 ans. Voilà, C'est-à-dire qu'on commence à travailler la phase d'accumulation, vous avez dit, à partir de 38 ans. La phase de consolidation jusqu'à 50 ans. Et puis après, tu as eu et tout. C'est la phase de jouissance. Dites à Eva que ce n'est pas inscrit dans du marbre. On peut oui, je sais, la mais date. bon, ouais, c'est évident. Moi, je pense qu'elle en rêve. À 41 ans, elle s'inquiète. Donc, je la comprends, je vous comprends. Mais ce n'est pas inscrit dans du marbre. On peut être au-delà de ça à 41. Je comprends qu'elle soit préoccupée à 41 ans. Non, pas du tout. Donc, après, on peut évoluer dans cette mentalité. Il y a encore de l'espoir. On peut toujours, un moment, on cherche du travail. Un moment, on travaille pour les gens. Un moment, les gens travaillent pour nous. Voilà, donc notre argent travaille pour nous, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est dans ces phases-là, il faut s'inscrire. Voilà, 7 ans, 13 ans, c'est l'enfance. On est en train d'apprendre des petites astuces qu'on a données. 13, il va noter. Asseoir, savoir faire la différence entre ce qui est bon, ce qui est mal, et les désirs, les biens et tout. Et 13-19, on est dans l'adolescence. Voilà. Insouciance. Voilà, insouciance, mais là aussi, très attention à tout ce qui est désir et choses. Et maintenant, 19, 38 ans, accumulation. Et 38 ans, 55 ans. Voilà. Consolidation. Et 55 ans à retraite. Jouissance. On joue à la retraite. Enfin, je préfère le mot. Voilà. Mais on peut pas s'arrêter un peu plus tôt. On est bien organisé. Alors, voilà cette phrase que notre réalisatrice apprécie beaucoup. Certains parents ont peur de décevoir leurs enfants en refusant de lui acheter un jouet, chaque cadeau étant perçu comme une preuve d'amour. Or, les mots d'amour, les dessins, le temps partagé, les bisous et les câlins ont beaucoup plus de valeur aux yeux de l'enfant et lui apportent plus de bonheur, même s'ils ne coûtent rien. Très bien dit. La gestion des émotions, des pulsions, toujours avec l'argent. Ce n'est pas parce que l'enfant va sauter, crier et tout qu'il faut donner.
Je suis en train d'éduquer l'enfant avec l'argent, pas de ce genre de choses-là. Ça ne marche pas. Même si c'est dans Parce le que, goût, parce que c'est vrai que ça rend les enfants capricieux. Après, ils ont l'impression que tout leur est dû. Voilà, Ils et n'ont qu'à ils évoluent pleurer avec ça. ou à Voilà. geindre un peu pour tout avoir. Et c'est vrai qu'on a des adultes Et ça, on qui ont évolue la avec quarantaine, ça. la Oui, trentaine, mais qui ne aujourd'hui, savent absolument dans nos pas. sociétés. Qui ont toujours Voilà, l'impression c'est ça. qu'ils n'ont qu'à claquer des doigts. Voilà. Il pour faut tout avoir. revendiquer. Et tout ça est parti de la base, justement. Tout ça est parti de là. D'accord. Parce qu'on n'a aucune éducation à ce niveau-là. Financière. Il faut juste réclamer avec force, il faut crier tempêter, ça sort. Crier tempêter. Non, ça ne sort pas comme ça. Ça sort avec intelligence, avec un plan, avec une action. Et on voit ça sur le comportement des gens. Il y a des personnes dans leur comportement qui veulent absolument avoir la pension, qui ne veulent pas vraiment se sacrifier pour avoir la pension congrue. Il y a des gens qui veulent tout avoir. Et ça trouve l'origine dans le fait que à l'enfance, on leur a tout donné, on leur a tout accordé sans difficulté. C'est pas bon. Il faut manier aussi la psychologie, la gentillesse, comme on dit. En tout cas, c'est une occasion assez rare, assez intéressante pour les parents d'apprendre l'argent aux enfants. Le contact avec l'argent, voilà, tout ce qu'on leur remet, tout ça. Voilà, je vois que les gens apprennent l'argent aux enfants seuls, ça peut se faire avec les parents. Mais si à l'école, les gens instaurent ça, c'est aussi bon. C'est vrai qu'on a l'entrepreneuriat qui est instauré. On peut profiter de ces choses-là pour enseigner ces choses aux enfants. Mais il faut en synergie, parents et enseignants, ce sera encore mieux. Très bien. Merci beaucoup. Et puis on interpelle pourquoi pas le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi ne pas donner des cours d'éducation financière aux élèves, à partir peut-être du collège jusqu'au lycée. On a bien l'éducation civique et morale. Beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Ça serait pas mal parce que franchement, l'argent, et surtout la mauvaise gestion de l'argent, crée des drames pas possibles. Merci beaucoup, Monsieur Ziaga Marcel. Merci de votre présence. Merci, Marco. Merci beaucoup, Eva. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On était très heureux d'être en votre compagnie. Le confort visuel, technique en global, on dit ça comme ça en Côte d'Ivoire, en global, c'est célèbre maintenant, était assuré par, bien sûr, Soro, félicité avec au niveau éditorial Kadi Fadiga. Merci à toutes les équipes techniques, à tout le monde. Le programme se poursuit sur RTI 1. On se retrouve en rediffusion à 14h30 et demain, toujours avec ma voisine, illégitime et illégale comme épouse. Allez, bonne journée, bonne semaine. Ça, c'est